Bienvenue dans notre exploration scientifique. On entend souvent cette idée que si on étire un muscle, ça pourrait aider le muscle qui fait le mouvement inverse, son opposé quoi, à être plus performant. Oui, c'est une idée assez répandue, surtout dans le milieu sportif. Exactement. Mais est-ce que c'est vraiment fondé? Est-ce que la science le confirme? C'est ce qu'on va regarder de plus près aujourd'hui en décortiquant une étude bien précise. Tout à fait. Alors, pour cette analyse, on va se baser sur un article qui est sorti tout récemment, en 2025. Il a été publié dans le Journal of Sports Science and Medicine, volume 24, page 93 à 103. Et le titre, c'est The Acute Effects of Antagonist Static Stretching on Agonist Performance, un titre assez direct. Oui, voilà. Et les auteurs sont Mohammad Mahdi Barami, Iwa Ramani, Dwayne C. Button, Andreas Conrad et David Gibem. Une équipe internationale, visiblement. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment ça, plonger dans cette recherche, comprendre si, oui ou non, étirer le muscle antagoniste, celui qui s'oppose au mouvement, ça donne vraiment un coup de pouce au muscle agoniste, celui qui produit le mouvement. Et surtout, voir si la durée de cet étirement change quelque chose. C'est un point clé de l'étude. Bon, alors allons-y, décortiquons tout ça. Alors, pour commencer, peut-être un petit rappel de contexte. On sait tous que s'étirer, ça aide à gagner en amplitude de mouvement. Ça, c'est assez bien établi. Oui, soit pas de souci. Mais là où ça devient plus, disons, paradoxal, c'est quand on parle d'étirement statique, maintenu longtemps, genre plus de 60 secondes. Si on fait ça sur le muscle agoniste lui-même, juste avant un effort, Celui qui va travailler donc. exactement, eh bien, plusieurs études montrent que ça peut en fait réduire sa performance juste après, sa force, sa puissance. Ah oui, c'est vrai que c'est contre-intuitif. On pense bien faire en s'étirant et hop, potentiellement l'effet inverse si on insiste trop sur le muscle principal. C'est ça. Du coup, l'idée est venue. Et si on étirait plutôt le muscle opposé, l'antagoniste? D'accord. Quelle serait la logique derrière ça? Ça repose sur un concept qu'on appelle la co-contraction ou coactivation. En gros, quand vous faites un mouvement, le muscle principal, agoniste, se contracte fort. Mais le muscle opposé, antagoniste, se contracte aussi un petit peu. Pour contrôler le mouvement, c'est ça? Pour stabiliser? Oui, un peu pour contrôler, pour stabiliser. Mais parfois, cette coactivation peut aussi agir comme une sorte de frein qui limite un peu la performance de l'agoniste. Un frein, ok, je vois l'image. Donc, l'hypothèse, c'est si on étire cet antagoniste, on pourrait peut-être le détendre un peu, baisser son niveau d'activation. Et donc, desserrer ce fameux frein. Voilà. Et en théorie, ça permettrait à l'agoniste de mieux s'exprimer, d'être plus performant. La logique est intéressante. On relâche le frein pour que l'accélérateur puisse aller à fond. Mais vous disiez tout à l'heure que les études précédentes n'étaient pas toutes d'accord là-dessus. C'est exactement ça le problème. Et c'est ça qui est fascinant ici. Certaines études ont effectivement trouvé des bénéfices à étirer l'antagoniste, mais d'autres n'ont rien vu de spécial, voire parfois des effets négatifs. C'était un peu contradictoire. D'accord. Et une question qui restait un peu en suspens, c'était celle de la dose, la durée de l'étirement. Est-ce que 30 secondes, c'est pareil qu'une minute, que 2 minutes? Peu d'études avaient vraiment comparé différentes durées pour voir s'il y avait une durée optimale. C'est donc pile ce que cette étude de Barami et collègues a essayé de faire, clarifier l'effet de la durée. Exactement. Ils se sont concentrés sur l'articulation de la cheville, ils ont fait étirer les muscles qui relèvent le pied, les dorsiflexeurs, ça c'était leur antagoniste, Ok. et ils ont mesuré la performance des muscles du mollet, les fléchisseurs plantaires, ceux qui poussent le pied vers le bas, comme quand on se met sur la pointe des pieds ou qu'on saute. Ça, c'est l'agoniste. Et ils ont comparé combien de durée? 3 durées d'étirement statique, 40 secondes, 80 secondes et 120 secondes. Et bien sûr une condition contrôle, sans aucun étirement. Et leur pari, c'était quoi? Leur hypothèse de départ. Ils s'attendaient à ce que toutes les durées d'étirement améliorent un peu la performance des mollets par rapport au groupe contrôle. Mais ils pensaient que l'effet serait le plus fort avec la durée la plus longue, les 120 secondes. Pourquoi? L'idée, c'était que plus on étire longtemps l'antagoniste, plus on diminue sa propre force, et cette fameuse coactivation, ce qui libérerait d'autant plus l'agoniste. Logique. Alors, comment ils s'y sont pris concrètement? La méthodologie, ça avait l'air sérieux. Oui, c'était un protocole assez solide, une étude qu'on appelle randomisée en crossover. C'est-à-dire que chaque participant a testé toutes les conditions, les 3 durées d'étirement et le contrôle. Ah, donc tout le monde a tout fait. Oui, mais dans un ordre différent, tiré au sort. C'est bien parce que ça élimine les biais dus aux différences entre les personnes. Ils avaient 16 participants, des adultes, 6 femmes et 10 hommes, décrits comme actifs, faisant de la musculation 2 ou 3 fois par semaine.
Et ils sont venus plusieurs fois au labo, j'imagine. 4 fois, exactement. Avec au moins 48 heures, voire 72 heures de repos entre chaque session pour bien récupérer. À chaque visite, une condition différente. Soit 40 secondes d'étirement, soit 80 secondes, en fait c'était 2 fois 40 secondes avec une petite pause, soit 120 secondes, là c'était 3 fois 40 secondes, soit la condition contrôle où il ne faisait rien pendant ce temps-là. Et l'étirement lui-même, c'était comment? C'était un étirement statique, passif. C'est le chercheur qui amenait doucement le pied de la personne en flexion plantaire maximale, jusqu'au point où la personne disait « là, ça commence à être inconfortable, mais je tiens ». Ce qu'ils appellent le POD, Point of Discomfort. Mhm. Et il maintenait cette position. D'accord. Et pour voir si ça avait un effet, qu'est-ce qu'ils ont mesuré comme performance poster? Avant et après l'étirement à chaque fois. Ils ont regardé pas mal de choses sur la performance des mollets, les fléchisseurs plantaires. D'abord, la force maximale, ils l'ont mesurée de 2 façons. En statique, sans bouger, ce qu'on appelle isométrique. Comme pousser contre quelque chose qui ne bouge pas. Voilà. Et aussi en dynamique, pendant un mouvement à vitesse contrôlée, ce qu'on appelle isocinétique. Ils ont testé une vitesse lente et une vitesse rapide. Ok, donc la force pure et la force en mouvement. C'est ça. Ils ont aussi mesuré le travail total pendant les tests isocinétiques, ce qui donne une idée de l'endurance de force. Et à part la force sec, Ils ont aussi évalué la performance de saut, via un test bien spécifique, le Stiff Leg Drop Jump, ou SDG. En gros, on se laisse tomber d'une petite hauteur et on essaye de rebondir le plus haut et le plus vite possible, en gardant les jambes relativement tendues pour que ça sollicite surtout les chevilles. explosivité de la cheville, quoi. Exactement. Ils mesuraient la hauteur du saut, bien sûr, mais aussi le temps de contact au sol. On veut qu'il soit très court. Et un indice qui combine les deux, le RSI, Reactive Strength Index, et la puissance maximale développée pendant le saut. Ce test de saut, il était fait juste après l'intervention, donc l'étirement ou le repos. Très bien. Et ils ont aussi regardé ce qui se passait au niveau des muscles eux-mêmes, avec des électrodes, ce genre de choses. Oui, très important. L'électromyographie de surface, l'EMG. Ce sont ces capteurs qu'on colle sur la peau pour mesurer l'activité électrique des muscles. Ils ont enregistré l'activité du solaire, qui est un muscle majeur du mollet l'agoniste. Celui qu'on voulait voir performer mieux. Voilà. Et aussi l'activité du tibial antérieur, le principal muscle releveur du pied, l'antagoniste, qu'ils étiraient. Ça permet d'avoir une idée du niveau de commande nerveuse de ces muscles. Les tests de force isocinétique et isométrique, eux, étaient réalisés environ 5 minutes après l'étirement. Ok, bon. La méthode semble vraiment complète, bien pensée pour répondre à la question. Alors, les résultats. Est-ce que ça a marché comme ils le pensaient? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Eh bien, préparez-vous à être surprise. Pas du tout. Le résultat majeur, le plus clair de l'étude, c'est qu'ils n'ont trouvé aucune interaction significative entre la condition, c'est-à-dire la durée d'étirement ou le contrôle, et le temps avant vs après. Aucune interaction pour aucune mesure de performance. Pour aucune des mesures de performance, force isométrique, force isocinétique lente et rapide, travail total, hauteur de saut, SDJ, RSI, puissance du saut. Rien. Attendez, ça veut dire quoi? Aucune interaction significative en langage courant. Ça veut dire que la façon dont la performance a changé entre le test initial et le test final n'était pas différente statistiquement, que les participants étaient étirés pendant 40 secondes, 80 secondes, 120 secondes, ou qu'il n'ait rien fait du tout dans la condition contrôle. Donc, aucune des durées d'étirement n'a eu d'effet spécifique. Ni en bien ni en mal d'ailleurs. Exactement. Aucun effet spécifique détectable par rapport au groupe contrôle. L'hypothèse de départ, qui misait sur un effet positif, surtout à 120 secondes, eh bien elle est complètement contredite par leurs données. C'est fou, hein? Donc, étirer les muscles releveurs du pied, même pendant 2 minutes, ça n'a eu aucun impact mesurable sur la force ou la capacité de saut des mollets juste après. Ça remet pas mal de choses en question, non? Tout à fait. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un autre résultat très important. Ils ont observé ce qu'on appelle un effet principal du temps. Un effet principal du temps, c'est-à-dire? Ça veut dire que si on regroupe toutes les conditions ensemble, les étirements et le contrôle, et qu'on compare juste les mesures faites avant et après, eh bien on observe une baisse générale significative de la performance pour plusieurs paramètres. Baisse? Mais Même dans le groupe qui n'a rien fait, le groupe contrôle. oui, c'est ça le point crucial. Par exemple, la force isocinétique a diminué d'environ 6 à 7% en moyenne entre le pré-test et le post-test. Le travail total rapide a baissé de 5%. Et toutes les mesures du saut ont aussi légèrement diminué.
La hauteur de 2,7%, le RSI de presque 6%, la puissance de 4,4%. Et cette baisse était présente en moyenne, que les gens aient été étirés ou non. Alors là, ça change complètement la perspective. Si la performance baisse, même quand on ne s'étire pas, ça ne peut pas être l'étirement qui cause cette baisse. Qu'est-ce que ça suggère alors? Ça pointe très très fortement vers ce qu'on appelle un effet de test ou test in effect. Un effet de test? Oui. En gros, le simple fait de réaliser une première série de tests maximaux, pousser à fond, sauter le plus haut possible, ça peut suffire à induire une petite fatigue. Ou peut-être une baisse de motivation, de concentration pour la deuxième série de tests qui arrive quelques minutes ou dizaines de minutes après. Ah d'accord, ok. Et cette baisse générale, qui semble liée au protocole de test lui-même, elle était peut-être plus importante que n'importe quel petit effet réel, positif ou négatif, de l'étirement antagoniste. Du coup, cet effet de test a pu masquer ou noyer l'effet spécifique qu'il cherchait à observer. C'est une nuance hyper importante. La baisse qu'il voit n'est probablement pas due à l'étirement, mais au fait d'avoir déjà fait les tests une première fois. C'est malin comme interprétation. Ça soulève une question importante. Et le MG alors? L'activité musculaire, est-ce qu'elle raconte la même histoire? Est-ce qu'elle confirme cette piste de l'effet test? Excellente question. Et la réponse est oui en grande partie. Pour l'EMG du solaire, le muscle du mollet, l'agoniste, l'analyse statistique a bien détecté une interaction. Ah, donc là il se passe quelque chose de spécifique lié à l'étirement. Alors, plus précisément, ils ont vu que l'activation de ce muscle a diminué entre le début et la fin de la session, après l'étirement de 120 secondes et aussi après 80 secondes pour certaines mesures de force. Donc on pourrait se dire, l'étirement antagoniste long diminue l'activation de l'agoniste. Oui, c'est ce que ça semble dire. Sauf que, et c'est là que ça renforce l'idée de l'effet de test, on observe une diminution similaire et significative de l'activation du solaire entre le pré- et le post-test, dans la condition contrôle aussi. Ah non, non. Même sans étirement, l'activation du muscle principal baissait au deuxième test. Oui, par exemple pour la force isométrique, l'IMG du solaire a baissé de 13,6% après 120 secondes d'étirement, mais de 8,5% dans le groupe contrôle. Pour la force isocinétique lente, moins 12,3% après 120 secondes, moins 6,6% après 80 secondes, mais moins 10,7% dans le groupe contrôle. D'accord, je vois. C'est beaucoup plus difficile d'attribuer la baisse d'activation spécifiquement à l'étirement de 80 ou 120 secondes si le groupe contrôle baisse aussi de manière comparable. Ça ressemble encore à un effet général lié au protocole. Et pour finir sur le MG, pour le tibial antérieur, le muscle antagoniste qu'ils avaient étiré, Oui. là c'est encore plus simple. Aucune différence significative observée. L'étirement, même pendant 120 secondes, n'a pas semblé changer de façon mesurable l'activité électrique de ce muscle antagoniste. Ce qui affaiblit quand même pas mal l'hypothèse de départ, non? Si on n'arrive pas à calmer l'antagoniste, l'idée de relâcher le frein en prend un coup. Tout à fait. Ça suggère que cette méthode d'étirement statique passif, pour cette paire musculaire, n'était peut-être pas efficace pour réduire significativement la coactivation. Ok. Alors, si on essaie de rassembler tout ça, l'étude montre que, dans leurs conditions, étirer les releveurs du pied pendant 40, 80 ou 120 secondes, ça n'a eu aucun effet clair, ni bon ni mauvais, sur la performance immédiate des mollets. Les petites baisses de performance et d'activation musculaire qu'ils ont vues au fil des sessions semblent plutôt être un bruit de fond, un artefact lié au fait de répéter les tests. C'est bien ça le résumé? C'est tout à fait ça. C'est la conclusion principale et assez nette de cette recherche. Pour cette paire musculaire spécifique cheville-mollet, et avec ce type d'étirement, l'intégrer juste avant une activité ne semble pas apporter de bénéfices en termes de performance aiguë. Mais alors, une question me vient. Pourquoi d'autres études, par le passé, avaient trouvé des résultats différents, parfois positifs? Comment on explique ces contradictions dans la littérature scientifique? C'est une excellente question, et les auteurs de l'étude en discutent d'ailleurs. Ils avancent plusieurs pistes d'explication. La première, c'est peut-être la spécificité des muscles étudiés. Si on replace ça dans un contexte plus large, Oui, les muscles releveurs du pied, les dorsiflexeurs, sont en fait beaucoup plus petits et moins forts que les muscles du mollet, les fléchisseurs plantaires, qui sont très puissants. Du coup, il est possible que le rôle de frein de ces petits muscles antagonistes soit déjà assez négligeable au départ. Ah, donc même si on les étire, ça ne change pas grand-chose parce qu'ils ne freinaient pas beaucoup à la base. Voilà, l'effet potentiel de l'étirement serait minime.
alors que les études qui ont montré des bénéfices de l'étirement antagoniste portaient souvent sur des articulations où les groupes musculaires sont plus équilibrés en force, comme le genou, avec les quadriceps devant et les ischio-jambiers derrière. Là, réduire le frein des ischios pourrait potentiellement plus aider les quadriceps, donc la taille et la force relative des muscles, ça compte énormément. C'est une explication qui tient la route. Est-ce qu'il y a d'autres raisons possibles pour expliquer les différences entre études? Oui, il y a aussi la méthode d'étirement utilisée. Ici, c'était du statique passif, maintenu à la limite de l'inconfort. Est-ce que c'est la méthode la plus efficace pour influencer la coactivation? Peut-être que d'autres techniques, comme les étirements dynamiques ou les techniques PNF, facilitation neuromusculaire proprioceptive, auraient un effet différent. L'intensité aussi, même si c'était subjectivement maximal pour chaque personne, était-ce objectivement suffisant pour induire les changements neurologiques espérés? Des questions sur la technique elle-même. Et puis, il ne faut pas oublier cet effet de test qui était très marqué dans cette étude. Il a pu soit masquer un très petit effet réel de l'étirement qui existerait mais serait noyé dans le bruit, soit simplement confirmer qu'il n'y avait vraiment pas d'effet significatif de l'étirement lui-même. Et les auteurs, ils reconnaissent des limites à leur propre étude? Oui, ils sont très transparents là-dessus. Ils mentionnent par exemple le faible nombre de participantes féminines, ce qui limite la possibilité de voir s'il y a des différences entre hommes et femmes. Ils notent aussi que le saut SDJ, même s'il cible la cheville, sollicite forcément un peu d'autres muscles plus hauts. Et d'un point de vue technique, ils précisent qu'ils n'ont pas normalisé le signal EMG entre les différentes sessions, bien que la fiabilité à l'intérieur d'une même session était bonne. D'accord. Alors, avec toutes ces informations, ces nuances, qu'est-ce qu'on peut en retirer de pratique? Pour quelqu'un qui fait du sport, qui s'échauffe, ça change quoi concrètement? Si on se base strictement sur cette étude, et pour cette zone musculaire précise, la cheville, ça suggère qu'ajouter 1 à 2 minutes d'étirement statique, passif, des releveurs du pied dans son échauffement juste avant de solliciter les mollets, eh bien ça n'apportera probablement pas de gain de performance mesurable immédiatement après. Donc pas la peine de le faire. Disons que ça n'apporte pas de bénéfice prouvé ici. La bonne nouvelle, c'est que ça ne semble pas non plus être néfaste, ça n'a pas fait baisser la performance non plus. Donc si une personne aime faire cet étirement, si elle a l'impression que ça lui fait du bien, qu'elle se sent mieux, pourquoi pas? Mais il ne faut sans doute pas s'attendre à ce que ça donne un boost magique à sa force ou à son saut juste grâce à ça. Ok, message reçu. Donc, pour synthétiser notre exploration approfondie de cet article de Barami et son équipe, dans les conditions bien précises de leur test, on parle des muscles de la cheville, d'un étirement statique passif de 40 à 120 secondes. Étirer le muscle antagoniste n'a pas influencé significativement la performance de l'agoniste. Les petites baisses de performance et d'activation qu'ils ont notées semblent plutôt liées au fait de répéter les tests maximaux. C'est exactement ça. Une conclusion assez claire pour ce protocole spécifique. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large pour finir. Oui. Au vu de ces résultats, et plus généralement du débat qui continue sur l'utilité des étirements statiques juste avant l'effort, ne faudrait-il pas peut-être déplacer un peu le focus, mettre davantage l'accent sur la qualité globale de l'échauffement? Je pense à des routines plus dynamiques, plus globales, qui préparent l'ensemble du système nerveux et musculaire au geste sportif qui va suivre. Plutôt que de chercher des effets très ciblés avec un étirement statique isolé d'un antagoniste. Voilà, et on pourrait même aller plus loin. Au-delà de cette idée un peu simpliste de relâcher le frein de l'antagoniste, quels sont tous les autres facteurs complexes qui jouent sur cette interaction, cette danse entre muscles opposés pendant une performance? La proprioception, les réflexes, peut-être même l'état mental, la concentration, c'est sûrement bien plus complexe qu'un simple étirement. C'est une excellente question pour ouvrir la discussion. Ça donne envie d'en savoir plus. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient justement creuser ce sujet précis, se faire leur propre opinion en allant à la source, on les encourage vivement à lire l'article original de Mohammad Mahdi Barami et ses collaborateurs. Absolument. Il est en accès libre, je crois, dans le Journal of Sport Science and Medicine, volume 24, année 2025, page 93 à 103. On mettra le lien ou le DOI dans les notes de l'épisode. C'est qu'une lecture technique, mais comme on l'a vu, très instructive. C'est comme ça que la connaissance progresse, petit pas par petit pas, étude après étude. Tout à fait. Et pour ne pas manquer nos prochaines analyses de sources, qu'elles soient scientifiques ou autres, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration. Merci à vous.